Bienvenue à ce webinaire sur le lancement du registre des certificats de production de biométhane. On est très heureux d'organiser ce webinaire. Donc, comme les précédents webinaires auxquels vous avez pu participer, cette session sera enregistrée. Elle sera ensuite disponible sur notre site web et également sur la chaîne YouTube de X. Donc, je vous enverrai toutes les informations dans le chat. Pour poser des questions pendant la réunion, vous pouvez utiliser le chat. Et alors, on y répondra a priori pas tellement au fil de l'eau, mais à la fin. Néanmoins, posez-les quand vous voulez et puis on les traitera, on essaiera de traiter toutes les questions. On vous enverra également la présentation par mail à la suite de ce webinaire. Donc, à l'agenda d'aujourd'hui, d'abord, on commencera par un rappel réglementaire par Mathieu Boulanger de la DGEC qui est là parmi nous. Vous le verrez pas en vidéo parce qu'on a eu un problème technique là-dessus. Néanmoins, vous pourrez l'entendre et il expliquera tous les slides donc qu'il présentera. Donc ça, ce sera la première partie. Dans une deuxième partie, vous aurez Léna de X qui vous présentera tout ce qui est fonctionnement du registre, comment ça va se passer sur le registre des CPB AEX. Donc ça sera la deuxième partie. Et la troisième partie, Elodie vous expliquera comment devenir membre et comment accéder au registre. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je laisse maintenant la parole à Mathieu parce qu'on est déjà un petit peu en retard à cause des petits soucis qu'on a eu avant. Donc, Mathieu, je te laisse la parole et on va passer les premiers slides. Bonjour à tous. Merci Aude. Je suis très content de pouvoir vous présenter le dispositif de CPB dans le cadre du lancement du registre de certificat de production de gaz. Donc, quelques rappels réglementaires que vous connaissez déjà sûrement en partie ou totalement, mais donc pour préciser l'objectif du dispositif. Donc, ce dispositif est un mécanisme de soutien extra-budgétaire permettant l'incorporation progressive de biométhane dans les réseaux de gaz naturels, en cohérence avec les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc, le projet de PPE actuellement en cours prévoit un objectif de production de méthane de 44 TWh en 2030, qui nécessite de déployer des dispositifs complémentaires avec celui du dispositif d'obligation d'achat à tarif réglementé. Donc, il s'agit d'un dispositif de certificat vert en terminologie européenne. Donc, ça consiste, comme les C2E, à imposer une obligation aux fournisseurs de gaz naturel d'obligation de restitution donc chaque année par période d'obligation. Donc, pour s'acquitter de cette obligation, il faut acquérir des certificats auprès de producteurs de biogaz ou en produire soi-même. Donc, il y a eu plusieurs décrets qui ont permis de préciser les modalités d'application de ce dispositif qui avait été introduit par la loi climat et résilience de 2021. Donc, il y a eu le dernier décret important, on va dire, c'était le décret donc en Conseil d'État du 6 juillet 2024 qui fixe la trajectoire d'obligation de restitution. Donc, en coefficient ils sont définis en CPB par mégawattheure de gaz fourni aux clients. Donc, la trajectoire globale, c'est 0,8 TWh en 2026, 3,1 en 2027 et 6,5 en 2028. Donc, cette trajectoire s'appuie sur les volumes anticipés des nouvelles installations et également des éventuelles installations qui étaient autrefois en cogénération, donc qui produisaient de l'électricité à partir du biogaz, qui pourraient se convertir à l'injection. Donc ça donne les coefficients qui sont définis dans le décret et qui vous serviront de référence à partir pour les fournisseurs de la quantité d'énergie livrée à vos clients. Il faudra la multiplier donc par ce coefficient pour connaître votre obligation. Il y a aussi eu l'arrêté du 6 juillet 2024, donc publié simultanément, qui définit les coefficients de modulation. Donc c'est plutôt important pour les producteurs pour connaître le nombre de CPB délivrés par mégawattheure de biométhane injecté. Donc pour les ISBNB, il sera de 0,8 quelle que soit la taille de l'installation.
Pour les autres installations, il sera aussi indépendant de la taille de l'installation, mais il dépend de la date de mise en service, que ce soit la date de mise en service, donc de raccordement au réseau d'électricité pour les installations en cogénération, ou de gaz pour les installations qui étaient déjà en injection. Donc pour les installations qui ont été mises en service il y a plus de 15 ans, on considère que les coûts d'investissement ont été amortis et du coup il y a moins de CPB délivrés par mégawattheure de biométhane injecté, et avec un coefficient de 1 pour les installations nouvelles. Donc, ces coefficients de modulation sont là pour garantir une compétitivité satisfaisante à toutes les typologies d'installations qui pourraient être susceptibles d'émettre des CPV. Cet arrêté fixe également la valeur de la pénalité dans le cas où le fournisseur manque à son obligation. Donc c'est une pénalité libératoire de 100 € pour CPV manquant. Ensuite, concernant le calendrier relatif aux prochaines étapes du dispositif, on va en parler dans ce webinaire, mais donc le lancement du registre qui est à venir très bientôt. Et ensuite, on vise d'ici la fin de l'année la publication au moins d'un projet de trajectoire post-2028, donc pour la prochaine période d'obligation. Donc cette trajectoire, elle est aujourd'hui en cours de construction. Elle va notamment dépendre de plusieurs éléments, notamment des éléments de retour qu'on a sur l'enquête du niveau de contractualisation actuellement mené par la CRE, et donc qui va nous permettre de connaître à quel point on est sur la trajectoire de la première période d'obligation. Donc ça aura des incidences sur la prochaine trajectoire. Et aussi, donc, cette trajectoire sera influencée évidemment par les estimations des gisements déjà de biomasse disponible, mais aussi du volume de projets qui pourront être déployés dans les prochaines années, grâce notamment aux données du registre de capacité. Ensuite, concernant la première période d'obligation, la première date butoir, on va dire, elle est au 1er juillet 2027, où il y aura la première restitution de CPB annuelle, donc pour l'année 2026, sachant que pour la première période, il n'y a pas de pénalité si vous n'arrivez pas à restituer suffisamment de CPD pour la première ou la deuxième année de la période. Le bilan s'effectuera à la fin de la période, en 1er juillet 2029. Donc, on fera le compte de tous les CPD qui ont été restitués sur l'ensemble de la période, donc 2026, 2027, 2028. Et les pénalités seront éventuellement appliquées en fonction du manquement à l'obligation sur l'ensemble de ces volumes sur les 3 ans. Donc j'en ai fini avec la partie réglementaire. Je vous remercie de m'avoir écouté et je laisse la parole à UX pour la suite. Merci beaucoup Mathieu. Donc je passe au chapitre suivant. Donc je vais vous présenter le registre des CPB, plus précisément comment va-t-il fonctionner. Donc il n'est pas encore disponible, mais comme Aude a mentionné au début, il va être disponible à partir du 16 juin, donc vous aurez accès à partir de ce moment-là. Et il est très similaire au registre des garanties d'origine biogaz. Si vous le connaissez déjà, vous allez voir, c'est assez similaire avec quelques particularités pour les CPB. Donc, il y a des informations supplémentaires à ajouter et donc je vais vous montrer une première version de la version de démonstration. Elle n'est pas encore prête à 100%, donc il y a encore quelques modifications à faire, mais j'ai déjà fait quelques captures d'écran et je vais aller étape par étape pour vous montrer à quoi ressemble le registre de CPB. Tout d'abord, donc je vais vous montrer comment enregistrer une installation, comment faire les transactions, par exemple émettre des CPB, faire des transferts, et je vais aussi dire quelques mots sur la restitution. Mais tout d'abord, très important pour l'accès au registre, pardon, c'est pas encore ce slide-là, mais le slide avant, merci. C'est que c'est la même identifiant que pour le registre garantie d'origine biogaz. Donc, si vous êtes déjà sur le registre des garanties d'origine, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, ce sera possible de changer dans le registre lui-même. Vous pouvez demander accès, vous pouvez déjà nous informer si vous souhaitez avoir accès, mais comme je disais, le vrai accès, on va dire, c'est possible à partir du 16 juin. Alors, passons à la slide suivante. Je vais vous montrer comment vous pouvez créer des installations sur le registre des CPB.
Donc, c'est similaire à la création d'une installation sur les registres de garantie d'origine biogaz avec quelques informations supplémentaires à fournir. Donc, je l'ai mentionné, enfin, je l'ai highlighté avec des cadres rouges pour vous montrer qu'est-ce qui sont les différences principales avec l'autre registre. Ces slides peuvent aussi vous servir comme guide pour justement la première fois que vous allez peut-être créer une installation sur les registres, ça va vous aider. On va améliorer ces slides aussi. Donc, il y a des informations qui vont encore venir. Donc, dans ces premières, pour enregistrer une installation, vous devez cliquer sur installation de production. Donc là, c'est vraiment technique. On est sur le registre. Vous cliquez sur l'installation de production, enregistrer l'installation de production. Vous trouvez dans l'onglet général. Donc, tout d'abord, vous avez le GSRN, qui est l'identifiant unique d'une installation. Ces GSRN est créé automatiquement, donc il n'y a rien à changer. Je voulais juste mentionner que, comme on se trouve sur deux registres, si jamais, parce que c'est possible, vous avez une installation qui va émettre les CPB et les garanties d'origine, vous aurez deux numéros, donc deux GSRN pour la même installation. Ça, juste pour information. Ensuite, quand vous enregistrez l'installation, vous mettez la date de début d'injection. Donc là, en rouge, j'ai mis des exemples. Donc, par exemple, le 1er mai 2025, je commence à injecter. Je mets le nom de mon installation de production. Donc, c'est le même fonctionnement que sur le registre des garanties d'origine. Je mets le nom de mon installation et le nom de la ville. Ensuite, il y a le champ où il faut mettre le numéro SIRET. Donc, c'est encadré en rouge. Il y a aussi un infobox qui va s'afficher pour justement indiquer, c'est un champ obligatoire, il faut mettre le numéro SIRET. Et ensuite, le gestionnaire des réseaux, il faut indiquer gestionnaire des réseaux, la technologie qui est comme sur le registre garantie d'origine, la digestion anaérobie, fermentation du biogaz. Et ensuite, ce qui est particulier au CPB, c'est qu'il faut indiquer la source d'énergie. Donc, si vous avez une installation de stockage des déchets non dangereux, une ISDND, vous devez mettre le code qui est indiqué ici sur ce slide, donc gaz de décharge. Sinon, si c'est un autre type d'installation, vous mettez, comme vous avez l'habitude peut-être sur l'autre registre, renouvelable gazeux. Voilà, ça c'est pour ces premiers ongles. Ensuite, on passe à l'onglet organisation. Donc, l'onglet organisation permet de spécifier les responsabilités de gestion de l'installation. Donc, pour le registre de CPB, il est possible d'indiquer deux rôles. Il y a les registrants et les propriétaires. Donc, registrant, comme dans notre registre, c'est obligatoire. Donc, normalement, c'est l'organisation responsable de l'enregistrement et il s'agit souvent du propriétaire de l'installation. Sinon, c'est possible de aussi indiquer le propriétaire donc, dans un deuxième rôle. Vous choisissez l'organisation dans une liste déroulante et vous mettez la date de début. Ça, c'est l'onglet organisation. Ensuite, l'onglet compteur. Donc ici, vous indiquez la référence réseau. Donc c'est l'identifiant du point de comptage estimation, le PCE. Sur le registre de CPB, vous allez voir, on va ajouter un préfixe qui est FR-CPB, justement pour indiquer qu'on se trouve bien sur le registre CPB. Parce que comme indiqué tout à l'heure, il est possible qu'une installation émet garantie d'origine et CPB. Vous avez seulement un point de comptage estimation, donc c'est le même. Et donc, justement, pour indiquer qu'on est bien sur le registre CPB, on va ajouter ce préfixe FR-CPB. Ensuite, vous mettez la date des débuts. L'opérateur de la formule du comptage, c'est plus. Coefficient du compteur, c'est 1. C'est un truc classique à remplir. Ensuite, on passe à l'onglet licence. Donc là, vous choisissez type de licence et biogaz production. Automatiquement rempli, c'est ensuite le système d'échange, ce qui est biogaz production CPB. Important ensuite, c'est de choisir le facteur d'allocation. Donc, si vous avez une installation, une ISDND,
ou une installation qui est en service depuis plus de 15 ans, vous mettez 80%, sinon c'est 100%. Donc ça, c'est très important. Ensuite, pour les installations qui émettent des CPB, vous pouvez choisir, enfin, c'est des installations qui n'ont pas de soutien ou l'aide à l'investissement, c'est possible. Donc, vous pouvez choisir, si jamais vous recevez une aide à l'investissement, ça c'est possible à choisir. Vous mettez la date de début et la date de mise en service. Donc là, par exemple, si je mets une date plus que 15 ans, ça veut dire que mon facteur d'allocation, ça va être 80% parce que mon installation est en service depuis plus de 15 ans. Il y a des vérifications entre les différentes dates, donc ce ne sera pas possible de valider si jamais c'est contradictoire. Par exemple, si vous mettez une date de mise en service qui est plus de 15 ans, mais vous mettez un facteur d'allocation qui est 100%, ça va pas possible d'être validé sur le registre. Donc, c'est important de faire attention à ces détails-là. Enfin, les détails, mais des informations très importantes à mettre sur les registres. Ensuite, on a l'information sur la licence. Donc, il est possible de préciser qui a le droit de recevoir les certificats. Vous pouvez faire une répartition entre s'il y a plusieurs propriétaires. Il n'y a rien de nouvelle, pas de nouvelles choses ici, donc on peut passer à la slide suivante. Ici, on a la liste des attributs dans la licence. Donc ici, important c'est l'information auditée par un organisme accrédité. Donc normalement, ça doit être oui, mais comme vous savez, ça dépend toujours de l'arrêté contrôle qui va sortir bientôt, mais qui n'est pas encore sorti. Donc c'est possible qu'avec le lancement du registre CPB, vous devez encore cliquer non, comme ce n'est pas audité par un organisme accrédité. Mais normalement, des installations qui émettent des CPB, c'est toujours audité par un organisme accrédité. Mais bon, ça dépend de l'arrêté contrôle qui va sortir bientôt. Ensuite, on a des informations suivantes aussi pour les CPB. C'est une fois l'information de conversion en mégawattheure. Donc, soit c'est 1 ou c'est 1,25. Donc, si c'est une installation, on va dire normale, c'est conversion 1, parce que 1 mégawattheure, ça correspond à un CPB. Mais si j'ai 1,25, ça veut dire 1 CPB, ça correspond à 1,25 mégawattheures. Et ça, c'est en lien avec les coefficients de modulation. Donc, les ISTND et des installations qui sont en service de plus de 15 ans, ils ont donc une conversion différente. Et après, il y a encore les informations aussi par rapport il y a plusieurs attestations sur honneur à cliquer ou à valider. Donc, par exemple, il y a l'attestation sur honneur que mon installation est, il y a écrit dans un infobox aussi que je déclare que l'installation ne bénéficie pas d'un contrat d'achat, par exemple. Donc là, il sera nécessaire de valider ça, de dire oui. Il n'y a pas de soutien, parce que justement, les installations qui mettent des CPB, ils n'ont pas le droit de recevoir un soutien. Il y a également l'attestation sur honneur que l'installation, le deuxième attestation sur honneur déchets efficacité énergétique, qui dit que l'installation respecte les conditions d'utilisation de produits ou déchets non dangereux. Et troisième attestation sur honneur, c'est la procédure de contrôle, ce qui est en lien avec l'arrêté contrôle, si je peux l'appeler comme ça, qui dit, tout ça c'est indiqué dans le code de l'énergie aussi. Donc, on va ajouter aussi dans Infobox des articles qui mènent, des articles dans le code d'énergie, comme ça vous avez plus d'informations aussi par rapport au cadre réglementaire. Donc, tous ces trois attestations sur honneur doivent être validées
et pour des installations qui émettent des CPB. Donc ça, c'est des nouveaux champs qui sont ajoutés sur le registre. Vous voyez, quelquefois, ce n'est pas encore traduit, mais tout ça va être traduit en français, bien sûr. Comme je disais, c'est une première version, mais tout ça, ça va être amélioré, ça va être mieux visible. Donc, ça va être traduit et ça va être encore plus joli. Ensuite, donc ça, c'était l'enregistrement d'une installation sur le registre CPB. Maintenant, je vais vous expliquer comment vous pouvez émettre une CPB. Donc, dès que vous avez une installation de CPB sur le registre, vous pouvez émettre des CPB. Donc, pour les titulaires de compte, il y a 3 étapes. Il y a premièrement, vous devez demander le numéro d'identification à la DGEC. Donc ici, je vous ai mis l'adresse mail à contacter et les liens qui vous mènent vers les sites web de la DGEC qui expliquent plus en détail comment ça fonctionne. Donc, il y a un format Excel qui doit être rempli et vous devez, le producteur doit envoyer la demande à la DGEC. La DGEC récupère les déclarations d'intrants. Et tout ça, ça se fait encore aujourd'hui par mail, mais ça va être plus facile bientôt parce que la DGEC va mettre en place un logiciel via lequel vous pouvez donc déclarer les intrants et donc ce ne sera plus nécessaire de passer par mail. Donc ça, c'est première étape. Ensuite, la deuxième étape, c'est émettre des CPB sur le registre de UX. Donc pour faire ça, vous allez sur installation de production, donner des comptages, ajouter relevé des compteurs. Si vous connaissez déjà les garanties d'origine biogaz, vous êtes bien familière avec ces étapes-là. Donc, vous pouvez ajouter le relevé des compteurs. Vous choisissez la liste et vous pouvez ajouter ce que vous voulez émettre en CPB. Ce qui est important, c'est que vous pouvez pas émettre des CPB à cheval sur 2 mois. Donc, ça doit toujours être 1 mois. Par exemple, du 1er juin au 30 juin, ou l'injection a commencé plus tard, donc vous émettez à partir du 15 juillet, juin jusqu'à fin juin, donc c'est toujours 1 mois. Donc comme les garanties d'origine. Très important, si vous avez déjà émis des garanties d'origine pour le biométhane, il n'est pas possible de mettre des CPB en plus. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Donc ça, c'est étape numéro 2. Et troisième étape, c'est il faut faire une déclaration sur le registre. Donc là, vous cliquez installation de production, déclaration, créer déclaration. Et ici, vous devez ajouter des informations supplémentaires qui sont spécifiques pour les CPB. Donc vous devez ajouter les numéros d'identification du lot, du biométhane pour lequel vous souhaitez émettre les CPB, la date de transmission de la déclaration d'intrant. Et il faut également valider l'attestation sur honneur selon laquelle les lots de biométhane respectent les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, là aussi, il y a indiqué les articles du Code de l'énergie et du Code de l'environnemental. Et aussi, très important, si vous n'êtes pas le producteur, il faut aussi indiquer ou ajouter le montant payé que vous avez payé au producteur. Donc, ça, c'est spécifique CPB. Donc, quand vous avez fait tout ça, c'est ensuite à EEX de valider ces informations. Donc, on fait comme avec les garanties d'origine. On va comparer si votre demande est compatible avec ce qui était réellement injecté. Parce que nous, on récupère les données de GRT et GRD tout le mois et on va donc vérifier si c'est bien ça qui était injecté. On va également vérifier s'il n'y a pas des garanties d'origine qui ont été émises pour le même lot de biométhane. Et troisième point, c'est vous ne faites pas l'objet d'une interdiction pour X raisons. Donc, si tout ça, c'est bon, on va valider l'émission de CPB. Et donc, c'est fait de la manière suivante. Donc,
par exemple, vous avez émis ou vous voulez mettre une quantité de biométhane de 123 MWh, ce volume est multiplié par le coefficient de modulation qui est soit 0,8 ou 1. Donc vous avez, si vous aviez un coefficient de modulation de 0,8, vous avez 98,4 CPB. Et ensuite, c'est arrondi au nombre entier inférieur. Donc, à la fin, vous avez 98 CPB. Et oui, c'est le coefficient de modulation est 1, donc ça reste 123 MWh, c'est 123 CPB. C'est tout ce que je veux dire sur l'émission des CPB. Ensuite, on a la transaction, donc le transfert des CPB. Donc, vous pouvez transférer des CPB d'un titulaire de compte à un autre. Vous cliquez sur compte, certificat, vous sélectionnez le certificat, vous cliquez sur transfert. Je vais vous ajouter quelques captures d'écran aussi en plus, comme ça c'est plus facile à comprendre. Donc vous aurez un formulaire qui s'affiche et là vous pouvez indiquer les CPB que vous souhaitez transférer. Pour les CPB, il faut à chaque transfert indiquer le prix de ces certificats. Ensuite, on valide la demande de transfert. Si les certificats sont encore valables, normalement, ça doit être le cas parce que, juste pour rappeler les règles, donc vous avez 12 mois pour émettre des CPB. Donc après la fin d'injection, vous avez 12 mois pour émettre des CPB. Et ensuite, vous avez 5 ans après l'émission, la date d'émission pour justement transférer, utiliser les CPB. Donc, vous avez un peu de temps. Et ensuite, dernière transaction, c'est la restitution de CPB. Donc, à la fin, tout ça, l'idée, c'est quand même de restituer les CPB à l'État. Et donc, la première restitution va avoir lieu en 2027. Au 1er juillet chaque année, nous, on va transmettre l'information à la DGEC par rapport à... on va faire un bilan des CPB qui sont stockés sur le compte des utilisateurs. Comme ça, la DGEC connaît le volume et on peut ensuite déjà annuler si jamais besoin. Mais bon, ça, c'est des étapes qui sont décrites dans les cahiers de charges. On va revenir avec plus d'informations sur cette étape de restitution de CPB plus tard. Parce que bon, il reste encore un peu de temps, mais on va préciser ça dans un deuxième temps. Donc, on va vous donner plus d'informations avec un guide aussi pour montrer comment restituer des CPB et on va communiquer sur ça très prochainement. Donc, ça, c'était la restitution des CPB. Et comme ça, je vais vous donner une petite idée à quoi ressemble le registre. Et juste pour, encore une fois, rappeler, donc, le registre va être accessible à partir du 16 juin. Il y a encore des choses à faire. Donc, ce que vous avez vu en copie d'écran, ce n'est pas encore le résultat final. Il y a encore quelques petites modifications à faire. Tout ça, c'est en cours. Et maintenant, je vais passer la parole à ma collègue Élodie qui va vous expliquer comment vous pouvez demander l'admission au registre. Merci Léna. Alors, on peut passer directement à la slide suivante, s'il vous plaît. Alors, pour un bon nombre d'entre vous, vous nous avez déjà envoyé un mail suite à une première communication pour nous dire que vous étiez intéressés. Et donc, vous vous retrouvez dans la partie de gauche du tableau où il y aurait simplement un nouveau contrat avec une nouvelle annexe, le fameux Standard Terms and Conditions que vous connaissez, et aussi le formulaire de contact. Donc, c'est uniquement pour connaître les utilisateurs que vous souhaiterez renseigner sur le registre des CPB. Donc, ça, c'est pour ceux qui disposent déjà d'un compte sur le registre biogaz. Assez simple. Si jamais vous avez un doute, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours nous renvoyer un mail pour nous notifier votre souhait d'être admis sur les CPB. On vous enverra les documents en fonction de votre situation. Et si jamais vous n'avez pas un compte sur le biogaz, ça sera des documents un peu plus détaillés, mais toujours similaires à ce que vous connaissez sur les différents registres, donc notamment avec le KYC et des pièces justificatives très classiques. Voilà, sur cette partie. Et puis, de toute façon, si vous avez des questions, on est disponible, on vous répondra et on essaiera de vous faire des packages à chaque fois assez allégés en fonction de la situation de chaque client.
Pour l'instant, les documents, ils sont en cours et vous les recevrez sûrement en cours de semaine, voilà, dans les prochains jours. Ensuite, concernant les tarifs, vous avez de la chance. Si vous avez déjà un compte sur le biogaz, vous n'aurez pas de nouveaux frais d'admission sur les CPB. Attention, tous les tarifs sont hors taxe, donc regardez bien, et ça sera un tarif unique du coup pour l'admission de 1 000 € par an. Et ensuite, vous avez un tarif concernant les installations qui sera de 250 € par an par installation. Et si jamais votre installation doit être admise, enfin enregistrée en tout cas sur les CPB et sur le registre biogaz, vous aurez 2 factures séparées avec une ligne de facturation pour chaque. Et ensuite, vous avez les frais opérationnels que vous connaissez déjà. Honnêtement, c'est assez similaire à ce qu'on a sur le registre biogaz. Voilà. Et puis tout ça sera disponible sur notre site, donc vous pourrez le consulter à tout moment. Voilà, c'est tout pour cette partie. Ok. Je crois que je vais reprendre pour les questions. Donc, on passe maintenant aux questions. Il y a eu pas mal de questions déjà et je vais à chaque fois donner la parole à mes collègues qui pourront répondre mieux que moi. Bon, je vais commencer par le début. La première question était sur le facteur de location qui est à remplir manuellement et pas automatiquement. Bon, ça, je pense que j'ai répondu déjà. Oui, pour le moment, c'est manuel, mais quand vous pouvez pas faire une erreur parce que dans tous les cas, c'est validé. Enfin, Lina l'expliquait tout à l'heure. Si vous validez et que c'est pas le bon coefficient, vous pourrez pas valider. Donc, il y a un contrôle bloquant. Ensuite, il y avait une question sur un même site de production pouvant produire à la fois GO et CPB. Pouvez-vous confirmer que c'est EX en tant que gestionnaire de registre qui fera la répartition entre volume GO et CPB? Et il y avait une autre question qui était, est-ce qu'il est possible de créer des GO et des CPB sur un mois donné en splitté, un volume CPB, un volume GO? J'ai répondu déjà quelque chose, mais Léna, tu peux peut-être compléter. Et d'abord Léna, et après Mathieu, si jamais il y a quelque chose que tu veux ajouter. Pour l'instant, vas-y, Léna, je te laisse d'abord répondre, et puis après Mathieu, si tu veux compléter. Oui, merci. Oui, je confirme. Donc, c'est possible vous pouvez mettre des CPB et des garanties d'origine pour la même installation. C'est à vous de dire quel volume vous souhaitez émettre des CPB ou quel volume de garantie d'origine. En tout cas, vous ne pouvez pas émettre plus que ce qui est injecté. Donc, à chaque mois, on va faire des contrôles ou à chaque émission que vous mettez, on va valider. Donc, on va valider avec les données de gestionnaire de réseau. Et donc, c'est à vous d'abord de dire je veux ces volumes en CPB et ces volumes en garantie d'origine. Mais dans tous les cas, ça va être possible, oui. Ok, et donc, après, si jamais il y a quelque chose de particulier, Mathieu, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce point? Non, c'est tout à fait ça. On peut émettre à la fois des CPB et des GO, mais juste que c'est pas pour les mêmes lots de biométhane. Il faut émettre séparément. Pour un même lot de biométhane, mais ça a déjà été dit, on ne peut pas émettre un CPB et une GO. Ok. Alors ensuite, il y a une question pour toi, Mathieu. Bonjour, concernant l'obligation, a-t-on une projection sur l'obligation après 2028? Quelles conséquences pour les méthaniseurs qui souhaitent se retirer de leur contrat de garantie afin de saisir l'opportunité des CPB? Concernant la trajectoire post-2028, pour l'instant, c'est des travaux en cours, il n'y a rien qui peut être divulgué à ce stade. Voilà. Ok. Alors ensuite, on a une question sur le prix. Pourquoi faut-il indiquer le prix? Donc, j'ai déjà répondu que c'était obligatoire dans le Code de l'énergie et j'ai vu qu'il y avait une autre question liée à ça et je pense que ça aussi, c'est plutôt pour toi, Mathieu. Pouvez-vous nous donner l'article du Code de l'énergie? Bon, ça, on pourra peut-être le donner après. Je pense qu'on n'est pas obligé d'avoir l'article là tout de suite, sauf si tu le connais par cœur. Et après, quel prix donner si on achète à la fois le gaz et le CPB à un prix unique? Donc effectivement, là, j'ai pas l'article en tête, mais en fait, il faut indiquer le prix parce que on veut avoir un suivi du prix. Il y a une publication mensuelle de la part du gestionnaire de registre concernant le prix moyen de vente des CPB, donc ça permet de suivre le marché. Et dans le cas où c'est un package molécule plus CPB, alors le dispositif en soi, c'est vraiment du book and claim comme les GO, c'est-à-dire que le CPB
peut être tradé sans la molécule. Donc il faut bien dans les contrats spécifier quel est le prix de la molécule et le prix du certificat, parce que c'est vraiment deux choses qui peuvent être décorrélées. Donc c'est à vous, entre fournisseurs et producteurs, de bien définir quel sera le prix du certificat. Dans les clauses, il faudra bien l'indiquer. Et si vous faites un prix fixe, par exemple, il faudra bien dire, par exemple, en fonction de l'évolution du marché du prix du gaz, et du coup le CPB il vaut autant, etc. Et nous, on a besoin d'avoir le prix du certificat. Ok. Merci Mathieu pour ta réponse. Donc ensuite, il y avait une question sur... j'ai un problème avec mon écran. Ah, c'est bon. Pouvez-vous préciser si c'est mégawattheure 0 ou 25 degrés sur le registre? Je ne sais pas. Mathieu, Léna, l'un d'entre vous sait? C'est le PCS normal, Ouais. donc je pense que c'est pas en condition standard, mais ça doit être comme pour les contrats d'obligation d'achat. Alors je crois que c'est écrit quelque part dans le code de l'énergie, mais je pourrais revenir vers vous sur ce. Ouais, on va revérifier pour être sûr, parce que moi c'est vraiment le genre de choses où je me trompe à chaque fois. On revient vers vous, on l'écrit quelque part dans tous les cas. Ok. Ensuite, j'ai cru comprendre que la réglementation n'imposait pas une déclaration de CPB au pas de temps mensuel, mais j'ai l'impression que finalement, il faudra créer des lots de CPB mensuels. Est-ce bien cela? Alors, ma compréhension, c'est que c'est pas une obligation en effet, et qu'on n'a pas forcément dit qu'il fallait le faire au pas mensuel. Mais Léna ou Mathieu, Mathieu, il n'y a pas d'obligation aussi? Non, il n'y a pas d'obligation, ce ne soit pas de temps mensuel. Léna, quelque chose à ajouter? Oui, je parlais de mettre des CPB mensuellement, parce que justement, c'est comme ça. Enfin, même si vous voulez émettre des CPB pour 6 mois, il faut toujours garder en tête que vous pouvez seulement émettre par mois. Donc, vous ne pouvez pas mettre juin jusqu'à décembre, mais vous devez faire par mois. Mais vous pouvez faire ça d'un coup plus tard. Donc, ça, c'est possible. Ensuite, une question plutôt pour Mathieu. Est-ce que l'achat d'un CPB signifie l'achat du mégawattheure de biogaz ou les deux sont-ils dissociés? C'est ce que je disais dans la réponse avant, c'est bien dissocié. Vous pouvez acheter un CPB sans acheter la molécule de gaz associée. Ok. Une question encore. Bonjour, pouvez-vous confirmer le coefficient de 0,8 pour les anciennes cogénérations converties en production de biométhane? Je pense que c'est plutôt toi, Mathieu, aussi. Oui, donc effectivement, en l'état actuel de la réglementation, c'est bien 0,8. Après, donc pour les personnes qui étaient là au groupe national d'échange sur le biogaz, on a annoncé faire des travaux encore justement pour relever ce coefficient de modulation. Donc pour l'instant, il n'y a rien qui a été arbitré, mais du coup, je vous invite à suivre les évolutions réglementaires dans les prochains mois, car il est possible que ce coefficient change, donc il ne soit plus à 0,8. Ok. Merci Mathieu. Ensuite, il y a une question. En tant que producteur, peut-on donner mandat à notre acheteur pour créer des CPB sur le registre? Bon, la réponse est oui. Mais Élodie, est-ce que tu veux dire un mot là-dessus? Oui, alors simplement pour simplifier la documentation, il faudra simplement un contrat de mandat. Voilà. Et après, on prendra directement contact avec le mandant pour suivre l'admission et l'installation. Un peu similaire à ce qu'on a sur les garanties d'origine électricité, si je ne me trompe pas. Ok. Alors, ensuite, on a une question un peu plus générale. Pourquoi un producteur irait vers les CPB ou les GO ou inversement? Plus généralement, pourquoi deux mécanismes qui semblent avoir le même objectif, si je comprends bien? Ok, deuxième question, le lien CPB-ETS est-elle le même que GO-ETS? Bon, Mathieu, je te laisse répondre. Le dispositif de certificat de production de gaz est complètement différent du système de garantie d'origine. Le système de garantie d'origine ne répond à aucun objectif de politique énergétique nationale, alors que le mécanisme de certificat de production de gaz vise justement à pouvoir incorporer du biométhane dans les réseaux, donc en fixant une obligation de restitution aux fournisseurs de gaz naturel. Les garanties d'origine ne servent que à des fins, on va dire, commerciales pour les fournisseurs de gaz naturel qui font des offres vertes,
ou de décarbonation dans des systèmes européens tels que le marché ETS. Donc les CPB, c'est vraiment une obligation, comme les certificats d'économie d'énergie, c'est pour atteindre des objectifs d'incorporation de méthane dans les réseaux de gaz naturel. Ok, donc merci, ça c'était pour la différence fondamentale entre CPB et GO. Pour le lien CPB-ETS, est-ce que tu peux dire un mot? Oui, donc il est prévu dans la réglementation que les certificats de production de gaz qui ne sont pas annulés en réponse à l'obligation de restitution puissent être utilisés de la même manière que des garanties d'origine, donc a priori pourraient être utilisés par des industriels pour déduire des quotas dans le TS1 ou pour déduire des quotas dans le TS1. Cependant, donc ça fait l'objet de discussions avec la Commission européenne actuellement, et de toute façon, ça concerne uniquement les CPB qui ne seront pas restitués à l'État, puisque eux sont en fait payés indirectement par les consommateurs, donc assujettis à l'assiette de l'assiette d'obligation, puisque c'est sur eux que le coût des CPB peut être potentiellement reporté par les fournisseurs de gaz naturel. Donc c'est bien pour les CPB qui ne sont pas restitués en réponse à cet objectif d'incorporation, et donc ça ne répond plus à l'objectif CPB et ça peut être utilisé comme une GO. Ok, merci pour cette réponse, Mathieu. On continue. Maintenant, entre lien et POS et CPB. Donc, première chose, bonjour, vous parlez de déclaration des intrants, donc pas de POS envoyé au fournisseur acheteur. Et deuxième question, comment un acheteur de CPB fait-il pour récupérer la POS? Mathieu, c'est encore à toi. Donc effectivement, pour l'instant, tel que ça a été rédigé dans le Code de l'énergie, il n'y a pas de lien avec la POS, parce que la POS est issue d'une directive, n'a pas été transposée, d'un règlement, pardon, et du coup n'a pas été transposée. Nous, on avait adapté du coup les règles de durabilité de réduction d'émissions de GES, et on avait ajouté le critère d'intrant, donc c'est pour ça qu'on parle de déclaration d'intrant. Cependant, aujourd'hui, il y a des travaux qui sont en cours par la DGEC pour simplifier toutes les déclarations relatives à la durabilité, puisque aujourd'hui, en fait, les producteurs se retrouvent à déclarer plusieurs fois la même chose à différents organismes, donc à remplir des postes pour les fournisseurs, à remplir des déclarations d'intrants pour la DGEC. Donc, l'objectif aussi du logiciel qui est en cours de développement par la DGEC, c'est justement de centraliser toutes ces déclarations et de pouvoir assurer à l'acheteur et au consommateur final d'avoir tous les certificats nécessaires pour qualifier le biométhane, donc la réduction d'émissions de gaz à effet de serre et le caractère renouvelable. Donc pour l'instant, j'ai pas de réponse définitive à apporter sur le lien entre POS et CPB, car il n'avait pas été anticipé lors de la création du dispositif en 2021. Mais il y aura des précisions par l'administration dans les mois à venir sur cet aspect. Ok. Merci beaucoup, Mathieu. Alors, ensuite, on a une question sur dans quel cas un CPB ne serait pas créé par le producteur de biométhane, mais par quelqu'un d'autre. Alors, je vais essayer. Léna, ou je peux essayer de répondre en 2 mots, mais je pense que c'est juste si jamais un producteur ne veut pas le faire lui-même et demande à un mandataire. Mais Léna, peut-être, tu vois quelque chose à ajouter? Bonne question, je sais pas. C'est peut-être, c'est plus facile de laisser ça gérer par quelqu'un d'autre, mais ouais. Je peux Voilà. repenser. Bon, donc ça, c'est à voir. Ok. L'achat d'un CPB peut-il permettre à un obligé de s'affranchir de l'ETS2? Bon, Mathieu, je te laisse dire 2 mots dessus encore, peut-être. Alors, je vais reformuler. En fait, le biométhane sera compté comme émission nulle dans le TS2. Et oui, les CPB permettront de qualifier le gaz acheté comme du biométhane. Donc, en fait, ça permettra bien de déduire des quotas de l'obligation du fournisseur dans le TS2. C'est la question.
Alors attends, je te redis, il y a 2 autres questions qui sont venues, donc je pense qu'effectivement, donc besoin de précision sur la réponse apportée par Mathieu Boulanger. Les CPB qui font l'objet d'une obligation d'institution ont-ils un pouvoir décarbonant ou pas? Première question. Et deuxième question, nous comprenons donc que la DGEC n'est plus certaine de pouvoir utiliser un CPB pour se défaire de son organisation ETS2, vous confirmez? Donc juste si jamais tu peux bien réexpliquer ça pour être sûr que c'est bien compris. Sur la dernière question, non, je ne confirme pas. Oui, les CPB permettront bien de déduire des quotas dans le PS2. C'est bien l'objectif qui est poursuivi, puisque c'est du biométhane dans tous les cas qui est durable, puisque pour émettre un CPB, il faut qu'il y ait eu une déclaration d'intrant et de durabilité et de réduction de GES, donc qui constitue plus de conditions que la simple durabilité du point de vue européen. Donc dans tous les cas, le lot est durable et il permettra bien aux fournisseurs et ensuite à l'acheteur pour reprendre les termes de la question, affranchi de son obligation ETF. Ok. Bon, merci. Alors, il y avait une question en plus. Donc, oui, qu'il était écrit, pas possible d'utiliser des CPB pour certifier du gaz renouvelable sur le registre. Cela a-t-il vocation à évoluer? Donc, j'imagine, en fait, c'était le point de pouvoir annuler des CPB comme des garanties d'origine, c'est-à-dire pas dans l'obligation, pas pour que ça compte dans l'obligation de restitution, mais pour les utiliser comme des garanties d'origine. En gros, enfin, pour l'instant, c'est comme ça, aussi pour essayer d'éviter des risques d'erreur entre les 2 registres, etc. Mathieu, normalement dans la législation, juste est-ce que tu peux confirmer, aujourd'hui, des CPB, ça peut être utilisé comme des garanties d'origine ou pas? Juste pour être sûr. Oui, ça peut être utilisé comme des garanties d'origine. Alors, ça dépend pour quel objectif qui est poursuivi. Si c'est pour décarboner dans le TF1, par exemple, il faut que le CPB ne soit pas restitué il ne faut pas que le CPB fasse l'objet d'une restitution à l'État. Il faut que le CPB soit en plus de l'obligation du fournisseur. Mais je suis pas sûr d'avoir tout à fait compris la question, en fait. Mais disons, je pense que le plus simple, c'est quand même, si vous voulez faire ça, il vaut mieux émettre des GO que des CPB, plus simplement, aujourd'hui. Donc, c'est ça que je vous conseillerais dans un premier temps, que si vous voulez utiliser ne pas utiliser des CPB pour votre objectif CPB, mais uniquement pour des offres, je pense que c'est plus simple d'émettre une GO directement sur ça. Mais néanmoins, voilà, ce serait aujourd'hui, c'était uniquement pour être sûr de pas trop qu'il n'y ait pas d'erreur au départ. Si jamais il y a besoin, on pourra mettre en place cette fonctionnalité en plus. Ensuite, alors je vérifie, est-ce qu'il y a des questions déjà que j'ai publiées qui sont... Ok, je pense que j'ai tout fait là. Maintenant, il y a quelques autres questions. Une publication des prix mensuels aura-t-elle lieu comme sur d'autres registres? Je crois que c'est oui de toute façon, mais Léna, tu veux dire quelque chose là-dessus? Oui, c'est ça. On va publier le prix de CPB sur notre site web qui n'est pas encore en ligne, mais qui va être lancé là, cette semaine. Donc, il y a un site web dédié au CPB et là, on va ajouter justement ces informations par rapport au prix. Alors, il y a encore des questions liées de clarification pour toi, Mathieu. Donc, est-ce que tous les CPB sont ETS2 compatibles ou bien parle-t-on uniquement des CPB dits excédentaires? Tous les CPB sont bien ETS2 compatibles, oui, parce qu'en fait, l'assiette d'obligation, donc c'est consommateurs domestiques et entreprises tertiaires, qui est bien inclus dans l'assiette générale ETS2, qui en gros est tous les secteurs hors industrie et hors agriculture. Donc il y a bien inclusion l'une dans l'autre. Donc effectivement, les CPB qui sont restitués à l'État pourront être utilisés pour qualifier le gaz acheté de biométhane et donc ne feront pas l'objet d'une taxation carbone ETS2. Et une question, pourquoi ne pas ajouter un attribut de type durabilité dans le CPB? Mathieu? Parce que pour émettre un CPB, le lot doit être durable. Donc, à partir du moment où vous avez un CPB, en fait, le coche de durabilité est oui. Enfin, la coche de durabilité, c'est forcément coché. Donc, contrairement aux géos pour lesquels il y a des géos associés à des installations qui ne sont pas certifiées durables, là, tous les CPB devront provenir d'installations certifiées durables.
Ok, il y avait aussi une autre question sur ça, donc le sujet de durabilité lié au CPB, mais je pense qu'on y a répondu avec cette question, avec cette réponse. Merci Mathieu. Ensuite, encore une question. Un fournisseur peut-il attribuer et vendre le pouvoir décarbonant des CPB à une partie de son portefeuille client? Alors, je crois que la question, c'est est-ce que on peut différencier la partie décarbonante des CPB en fonction des clients tel que c'est prévu dans le dispositif, ce n'est pas possible, c'est-à-dire que la réduction d'émissions de gaz à effet de serre est équitablement répartie entre tous les clients de l'assiette d'obligation. Donc, tous les clients auront le même taux de biométhane incorporé grâce au CPB. C'est différent du système de Géo qui, lui, est un système fait pour faire des offres 100% vertes ou en partie vertes, alors que le CPB, c'est pour incorporer progressivement du biométhane pour tout le monde qui est assujetti à l'obligation. Ok, bah il y a une autre question, mais qui est exactement dans la même direction. L'obligation de restitution de CPB porte sur le volume de gaz naturel livré. Si un site achète des garanties d'origine en parallèle, la part assujettie au CPB se voit-elle réduite de la quantité de Géo achetée? Bah non. Enfin, Non. Non, c'est plutôt l'inverse qu'il faut voir. Ça veut dire, si vous avez un client qui a, par exemple, 3% de méthane grâce au CPB, il suffit de combler les 97% restants avec des Géos si vous voulez lui proposer une offre 100% verte. Mais ça ne réduit pas la part CPB. Il a une part CPB fixe qui correspond à l'incorporation de méthane. Ok. Alors, ensuite, j'ai des questions. Alors, il y avait encore une question sur le lot égal 1 mois ou pas. Peut-être qu'on y reviendra plus tard. Parce que là, en effet, suite à vos réponses, il semble que la déclaration d'intrant sera donc à faire mensuellement, comme un lot égale 1 mois égale un numéro de déclaration d'intrant. Léna, tu confirmes, c'est forcément mensuel sur le registre? L'émission de CPB, c'est sur 1 mois, ouais. Ok. Ensuite, il y avait une question sur le fonctionnement des enchères et la partie marché secondaire. Donc, avez-vous plus d'informations sur le fonctionnement des enchères, sur le marché primaire, secondaire à travers la plateforme? Donc ça, sachez que nous, c'est pas nous qui sommes en charge de cela. Il y a des discussions en ce moment entre les acteurs de marché sur comment va fonctionner les enchères et un potentiel marché secondaire. Donc, on est en discussion avec les acteurs de marché, mais on n'est pas aujourd'hui directement en charge de cela. Donc, il y a des discussions en cours, mais là, j'ai pas d'informations spécifiques à vous donner. À quelle différence de prix faut-il s'attendre entre Géo et CPB? Alors, je ne dirai jamais, je peux pas vous dire grand-chose de différence de prix. Mais bon, je pense qu'on a une estimation. On imagine quand même que les CPB sont liés à un quota et il y a une certaine sanction si jamais, si elles ne sont pas, si l'objectif n'est pas atteint. Donc, on imagine que c'est assez incitatif pour les CPB. Mais Mathieu, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose là-dessus. Moi, je veux juste rajouter que les CPB, donc c'est un instrument de financement de la production de méthane, donc son prix devrait devrait pouvoir être estimé entre le différentiel des coûts de production et le prix de marché du gaz naturel, alors que le système de garantie d'origine n'a pas cette vocation-là. C'est pas un instrument de financement, donc c'est pour ça que les prix sont très différents. Ok. Alors, on a plein de questions qui arrivent encore. Donc Mathieu, prépare-toi, c'est surtout pour toi. Comment est géré le pouvoir décarbonant et la valeur des 0,25 MWh supplémentaires injectés pour une unité de méthanisation modulée? Alors, le pouvoir décarbonant, alors, je vais reformuler la question. En fait, la modulation, ça modifie simplement le nombre de mégawattheures sur un certificat de production de biogaz. C'est-à-dire que donc pour une installation qui a un coefficient de 0,8,
pour 1 MWh injecté, il y aura 0,8 CPB émis. Donc, ça veut dire qu'on a 0,8 CPB par MWh. Donc, ça veut dire que sur un CPB de cette installation-là, on a 1,25 MWh. Donc, ça veut dire qu'effectivement, contrairement aux garanties d'origine où on a une GO égale 1 MWh, là, on aura des CPB avec des valeurs, des volumes de biométhane associés différents et donc des valeurs décarbonantes différentes. Et donc, c'est pour ça que le registre permet de tracer et d'identifier bien ces CPB pour qu'au final, on puisse comptabiliser le bon volume de biométhane associé au CPB sur le compte d'un utilisateur et donc de lui attribuer un pouvoir décarbonant plus ou moins élevé. Ok, merci beaucoup Mathieu. Donc, on a encore une question sur l'assiette de calcul de l'obligation CPB étant les clients résidentiels et tertiaires. Est-ce qu'il y aura création de 2 contenus carbone, un pour les clients de l'assiette CPB et un autre pour les autres clients? J'ai pas exactement compris la question, mais en gros, le nombre de CPB restitués sur le compte du fournisseur qui est dédié à la restitution à l'État, il y aura un volume de biométhane associé et donc une valeur décarbonante uniformément répartie entre les consommateurs résidentiels et tertiaires, donc ils ne sont pas distincts, ils font vraiment un bloc. Et pour le reste, pour les CPB excédentaires, donc qui sont vendus à des clients particuliers, là il y a une valeur décarbonante par client en fonction du nombre de CPB que ce client a acheté. Je ne sais pas si ça répond exactement à la question, j'ai pas tout à fait compris, je pense. Non, désolé, c'est l'inconvénient de... Mais quand il y a beaucoup de participants, c'est aussi plus facile d'avoir les questions écrites, mais c'est l'inconvénient. Peut-être, si on a mal compris, n'hésitez pas à préciser. Autre question, est-ce qu'il est prévu que la production de gaz renouvelable par d'autres technologies que la digestion anaérobie, comme la pyrogasification, donne lieu à des CPB? Mathieu. Pour l'instant, non. C'est pas prévu. Pour l'instant, c'est bien pour la méthanisation. Il n'est pas prévu que des CPB puissent être émis pour la pyrogasification ou de la gasification hydrothermale ou de la méthanisation ou toute technologie de production de gaz renouvelable. Déjà, la première limite par rapport à ça, c'est la différence de compétitivité entre les différentes technologies. Donc, on imagine bien que si on a un seul type de certificat pour toutes ces technologies, les unités de pyrogasification qui sont moins compétitives que les unités de méthanisation ne pourront pas parvenir à trouver des clients pour vendre des CPB. Mais bon, ça c'est une première limite. Après, il y a forcément, on est à l'écoute de ces filières-là. On travaille avec elles pour justement voir dans quelle modalité on pourrait peut-être adapter ce mécanisme à ces nouvelles filières. Donc pour l'instant c'est pas prévu, mais c'est quand même un sujet qu'on a dans le viseur à la DGEC. Ok, c'est très clair. Alors ensuite, il y a une question sur les CPB devront provenir d'installations durables, mais au sein de ces installations, des lots non durables peuvent-ils donner lieu à la création de CPB? EX fait la vérification à partir de déclarations d'intrants et pas à partir des POS. Mathieu? Donc non, c'est pas possible d'émettre des CPB pour des lots non durables. Donc, comme ça a été rappelé par EX, il faut bien le numéro d'identification du lot pour l'émission d'un CPB. Donc, si vous donnez le numéro d'identification du lot, nous, après, à la DGEC, on peut vérifier par des contrôles aléatoires qu'en fait, il s'agit bien de lots durables. Donc, il n'est pas dans l'intérêt des producteurs d'émettre des lots non durables parce qu'il peut y avoir des sanctions, des CPB pour des lots non durables parce qu'il peut y avoir des sanctions derrière. Et puis, tout cela sera géré plus automatiquement, on va dire, avec le logiciel qui est en cours de développement, qui permettra justement de centraliser les déclarations de durabilité et de vérifier plus facilement que un numéro d'identification associé, on a bien un lot durable et donc de faire potentiellement un lien direct aussi avec le registre de CPB. Donc, si vous êtes producteur et que vous avez des lots non durables, il est préférable pour vous d'émettre des GO sur ces lots-là, puisqu'en fait, pour émettre des GO, il n'y a pas besoin que le lot soit durable, c'est pas une obligation réglementaire.
Donc l'eau perd son caractère décarbonant dans les systèmes européens tels que l'ETS, mais il peut toujours être utilisé par des fournisseurs pour faire des offres vertes, puisqu'il permet quand même de dire qu'il y a eu la production d'une énergie renouvelable. Ok, c'est clair. Maintenant, j'ai 2 questions qui sont un peu liées. C'est pour une installation modulée dans mon portefeuille, donc 1,25 MWh produit 1 CPB. L'obligation ETS2 de mon portefeuille diminue-t-elle de 1 MWh ou de 1,25 MWh? Alors en principe, du coup de 1,25 MWh, puisque ça doit correspondre, en fait, l'ETS2, toutes les valeurs qui sont déclarées dans l'ETS2 doivent correspondre à la réalité physique du facteur d'émission dans les réseaux de gaz naturel. Donc, si vraiment on prend tout au pied de la lettre et qu'on applique la réglementation stricto sensu, il y a bien une réduction de 1,25 MWh dans le TS2. Mais après, je vois où vous voulez en venir par cette question. Oui, le dispositif CPB en fait a été conçu avant l'introduction de l'ETS2 et donc on n'avait pas anticipé justement ces considérations-là de valeur de décarbonation qui pourraient être liées au coefficient de modulation. Donc c'est un sujet qu'on avait déjà discuté avec le HIC, donc on va chercher des solutions pour avoir une réponse plus satisfaisante, parce qu'on voit bien là derrière la question, il y a des CPB qui seront plus décarbonants que d'autres, et ça c'est pas satisfaisant du point de vue du dispositif en général. Donc j'ai envie de dire oui, ça réduit de 1,25 MWh, mais c'est pas forcément ce qu'on souhaite. Bon, on reviendra potentiellement vers vous plus tard si on arrive à trouver des adaptations au mécanisme ETS2. Ok, merci Mathieu. Une question très différente. S'agissant du coût de la pénalité CPB, est-ce que la DGFiP a statué sur la fiscalité suite à la demande de la DGEC? Pénalité à 100 € initialement, VS 133 € avec intégration de l'IS. Oui, la DGFiP a tranché, donc ça a été annoncé mercredi dernier au groupe national d'échange, pour ceux qui n'étaient pas là. Donc la réponse de la DGFiP, c'est que la pénalité CPB n'est pas une sanction, puisqu'elle est libératoire, elle ne s'additionne pas à l'obligation de CPB. Donc, contrairement à la pénalité C2E, pour laquelle il est bien précisé dans l'article 39.2 du Code général des impôts que la sanction CPB est non déductible du résultat fiscal, la pénalité CPB est bien déductible du résultat fiscal, donc ce qui veut dire que le signal prix plafond pour la fête CPB est bien à 100 €, comme ce qui était souhaité initialement par le dispositif. Donc, il n'y a pas intérêt à aller jusqu'à 133 € du CPB, puisqu'en fait, la pénalité sera déductible du résultat. Ok. Il y a encore beaucoup de questions, je ne suis pas sûre qu'on pourra faire tout, mais on essaiera de vous répondre par écrit aux questions qu'on n'a pas réussi à prendre. Une question sur... il y a 2 questions sur les transactions. Donc, si nous comprenons bien, à partir du 16 juin, nous pouvons commencer l'utilisation de la plateforme. Ça veut dire que les transactions seront possibles à l'achat et à la vente à ce moment-là. Une autre question sur est-ce qu'un fournisseur qui a trop de CPB peut le vendre à un autre fournisseur qui n'a pas rempli ses obligations? Donc, toutes ces réponses, c'est oui, c'est possible. On peut faire des transactions, aucun problème, à partir de juin 2025. Et oui, c'est possible de faire des transactions entre fournisseurs. Sera-t-il possible d'émettre des CPB pour une production durable antérieure à juin 2025? Également oui. Léna, tu veux dire une précision là-dessus? Pardon, c'était quoi la question? Est-ce qu'il sera possible d'émettre des CPB sur une production avant juin 2025? Oui, oui, c'est possible. Soit vous attendez, soit si vous avez déjà émis, par exemple, des garanties d'origine à la place, c'est possible d'annuler ou de nous contacter, et comme ça, on annule si jamais la production date pas de plus de 12 mois. Donc, ça doit quand même respecter les règles. C'est possible d'annuler les garanties d'origine et mettre des CPB à la place si jamais vous souhaitez. Ok, alors évidemment, il ne faut pas que les GO aient déjà été utilisés, hein. Ça va de soi, c'est vraiment seulement si vous... Voilà. La restitution de CPB est-elle uniquement prévue en fin de période en 2028 ou une restitution intermédiaire est-elle également envisagée? Mathieu, tu veux dire quelque chose là-dessus?
Oui, donc il y a bien des restitutions intermédiaires. En fait, c'est des restitutions annuelles. Mais comme je le disais dans l'introduction, c'est pas parce que vous n'avez pas restitué assez de CPB en 2020, par exemple pour l'année 2026, que vous aurez une pénalité si vous arrivez à la rattraper plus tard dans la période, donc en 2027 ou 2028. Donc, en gros, pour résumer, il y a des restitutions annuelles, mais le bilan final se fait le 1er juillet 2029 pour toute la période. Et à partir de ce bilan final, il y aura application des pénalités. Donc, vous pouvez avoir du retard sur les premières années et vous rattraper sur la dernière. Voilà. Ok, merci, c'est très clair. Une question peut-être afin d'atteindre l'objectif des 6,5 TWh en 2028, les installations existantes peuvent aider. Pourquoi la production au-delà de leur Cmax, au-delà de la Cmax de l'attestation préfectorale plus 100 m3, ne permettrait pas de générer des CPB du moment qu'elles ne bénéficient pas de tarif d'achat? Oui, non, mais tout à fait. Pour plusieurs raisons. En fait, le dispositif d'obligation d'achat à tarif réglementé est un régime d'aide encadré par le règlement européen des aides d'État, qui dit que le producteur bénéficiant d'un régime d'aide doit avoir une rémunération par l'aide qui doit tenir compte de toutes les sources de revenus. Donc, pour lui assurer une rentabilité normale des capitaux investis, qui ne doit pas excéder un TRI de 10%. Donc, en fait, si on autorisait l'émission de CPB par ces installations-là, ça pourrait potentiellement générer des effets d'aubaine pour des producteurs qui, certaines années, pourraient générer des CPB parce qu'ils ont des bonnes conditions, ils peuvent produire plus que leur Cmax, et donc avoir une rémunération largement au-dessus de ce qui avait été prévu par le tarif d'achat, puisque le tarif d'achat est délivré en fonction de la Cmax selon la formule du tarif qui est dans l'arrêté tarifaire. Donc en fait, ce serait tout simplement rendre l'aide illégale d'autoriser l'émission de CPB pour ce genre de cas. Donc c'est tout simplement pas possible du point de vue du règlement des aides d'État et il n'a pas permis d'émettre des CPB pour cette production-là. Sachant que déjà, la Cmax est censée être la Cmax ou la production annuelle prévisionnelle sont censés être des indicateurs relativement fiables de ce qui est capable de produire une unité une année. Il est déjà normalement anormal qu'une unité de production puisse vendre au-delà de sa Cmax ou de sa PAP. Donc c'est permis au tarif de marché, mais du point de vue du règlement des aides d'État, c'est déjà assez limite, puisqu'en fait on rajoute une rémunération par rapport au tarif d'achat qui avait été calculé pour assurer une rentabilité normale. Donc déjà au prix de marché, on n'est pas tout à fait dans les clous du règlement des aides d'État, ou en tout cas on est vraiment à la limite. Alors autoriser des CPP, ce sera juste pas possible. Ça mettrait fortement en danger notamment la notification du dispositif qui est en cours auprès de la Commission européenne. Ok, merci. On a encore quelques questions, je ne suis pas sûre qu'on pourra finir, mais parce qu'il me reste plus que 2 minutes. Il y a 2 questions un peu similaires. Le bilan final se fait-il à maille prod conso annuelle ou toute prod sur le volume total de la période? Et la même question, quel est le lien entre période de production de CPB et la période que l'on veut couvrir, Mathieu? Le bilan final, du coup, en 2029, en fait, ça consiste à regarder les CPB qui ont été restitués le 1er juillet 2027, le 1er juillet 2028 et le 1er juillet 2029, et donc de les comparer à la somme des obligations pour chaque année. Donc, en fait, c'est sur l'ensemble des volumes, et donc les pénalités seront appliquées en fonction justement du manquement à ce volume total. Et est-ce que tu peux me rappeler la deuxième question? J'ai oublié là. C'est la même chose, hein. C'était en fait, enfin je pense, si j'ai bien compris, le lien entre période de production de CPB et la période qu'on veut couvrir. Donc la période de production-consommation. Donc ce que tu dis, c'est que c'est pas un pas annuel, c'est juste il faut qu'il y ait assez de CPB qui soit fait à la fin et c'est tout. En fait, qui soit. Oui. Si j'ai bien compris. En gros, l'obligation totale, ça va être le coefficient de 2026 fois l'énergie livrée aux consommateurs résidentiels et tertiaires en 2026, plus le coefficient de 2027 fois l'énergie livrée en 2027, plus le coefficient de 2028 fois l'énergie livrée en 2028. Et tout ça, ça va donner donc un nombre de CPB restitués. Et en 2029, on va comparer ce nombre-là au nombre de CPB que vous avez effectivement restitués sur les 3 ans. Si c'est un peu plus clair comme ça.
Ok. Bon, on a quelques autres questions qui sont arrivées, mais là, il est 15h30, donc on va devoir fermer ce webinaire. Ce qu'on va essayer de faire, c'est les prendre par écrit et peut-être les rajouter à notre Q&A, enfin FAQ. Là, on est en train de faire une question, un formulaire questions-réponses qu'on va publier sur notre site web avec des questions fréquemment posées et des réponses. Donc, ce qu'on va essayer, c'est toutes les questions que vous avez posées là, essayer de les reformuler potentiellement et d'y apporter des réponses pour que vous puissiez, lire les réponses à tête reposée. Mais déjà, vous pourrez revoir le webinaire si besoin. Voilà, bah merci beaucoup aux intervenants, merci en particulier à Mathieu Boulanger parce que on voit que c'était très important, que la plupart des questions sont plutôt sur le mécanisme encore que sur le fonctionnement du registre. On s'y attendait un peu, mais voilà. Donc maintenant, rendez-vous le 16 juin avec l'ouverture du registre. Et en attendant, si vous avez des questions sur le fonctionnement ou sur comment adhérer, eh bien, vous pouvez toujours nous envoyer un mail à vos contacts habituels. Voilà, vous aurez la présentation de toute façon très bientôt. Je vous remercie beaucoup et passez une bonne fin de journée. Au revoir.